Merci. Oui, Madame Genfissi. Salam alaikum. C'est Madame Genfissi, enseignante au département de sociologie. Donc, ma question, c'est pour Monsieur Maafa Jamal, s'il vous plaît. C'est moi. Je vous souhaite la bienvenue, Mourti. La question, c'est par rapport, en fait, est-ce qu'on se demande, moi, la question que je me pose, puisque j'enseigne l'éthique et la société de l'information, j'enseigne l'économie de l'information et de la communication, et j'écris beaucoup aussi sur les addictions, les usages contournés des écrans en Algérie. Donc, la question que je me pose, est-il possible d'envisager la pérennité de la presse écrite dans une société où les générations ne savent pas vraiment lire? Parce qu'il faut aussi savoir que Internet, comme vous dites, ou bien les nouveaux médias, ont fait que notre langage est réduit. On n'utilise plus ce qu'on appelle un langage cursif, un langage qui peut être compris facilement par les gens. On utilise des symboles, on utilise des smileys pour représenter une émotion. Donc, est-ce qu'il est possible que la presse écrite telle que nous la connaissions dans le passé survit avec un environnement, je dirais, intellectuel et linguistique d'actualité? La deuxième aussi question, vous parlez, si vous voulez, de, je dirais, la distanciation des rapports, des liens sociaux, des rapports familiaux. Donc, est-il possible aussi, je dirais, les institutions concernées de faire en sorte que les nouveaux médias ou bien les réseaux sociaux d'une manière générale fassent en sorte qu'on les utilise pour unir et non pas pour diviser ou bien séparer? Puisque la tendance actuelle, le négatif prime sur le positif en termes d'usage des nouveaux médias. Et merci. Et bonjour. Je tiens à remercier déjà les intervenants pour la qualité des interventions. Bon, je vais essayer de donner 2 questions, mais c'est pour tous les intervenants. Ça englobe l'aspect psychologique, l'aspect sociologique, juridique et info-communicationnel pour M. Jamal Maafa. Donc, ma question, est-ce qu'on peut considérer que cette peur créée par les nouvelles technologies de la communication et de l'information a engendré certaines pratiques conduisant l'individu à avoir peur de tout contenu? Parce que on voit qu'il y a risque. Comment peut-on expliquer ce risque sur le plan psychologique et sur le plan sociologique, et les retombées justement de l'usage abusif ou bien de la surconsommation de tout ce qui est produit, service, information sur le numérique? Sur le plan infocommunicationnel, pour rejoindre mon ami Jamal Maafa, effectivement, si nous parlons sur les retombées justement de numérique sur, bien l'impact du numérique sur la presse écrite, nous dirons que dans l'avenir proche, nous allons voir la disparition de beaucoup de titres de journaux de la presse écrite. Mais il faut dire que l'avantage, et justement, c'est l'aspect écologique. Pourquoi? Parce que le coût de la production d'un seul exemplaire d'un journal coûte très très cher en matière d'argent, mais en matière de ressources aussi naturelles. Sur le plan papier et sur le plan encre. Et maintenant, avec des smartphones, avec des tablettes, des ordinateurs, etc., nous avons des applications qui peuvent regrouper tous les titres de la presse dans une seule application, avec possibilité de recevoir des notifications instantanément. Donc il me semble, aujourd'hui, la réflexion doit se diriger vers la réadaptation de la production de la presse écrite selon les exigences du numérique.
Sur le plan juridique, Monsieur Atmani, justement, qu'en est-il? Parce que la dernière fois, quand j'ai discuté avec un ami, il a essayé d'acheter un véhicule par Internet et puis il a été arnaqué. Il a appelé la police et puis la réponse de la police, des autorités justement, était un peu, je dirais, floue. Disons, voilà, nous connaissons la personne. Si vous le trouvez, vous le signalez. Qu'en est-il justement? Est-ce que le processus juridique intervient dès le contrat de l'achat d'un produit sur le numérique? Et si vous pouvez justement nous donner quelques sanctions par rapport à ça, parce que c'est important. Et merci beaucoup. J'ai pris un peu de temps, mais je vais vous m'excuser. Bonjour tout le monde, c'est Jamel Gummeh, je suis docteur en management agroalimentaire. Tout d'abord, merci à l'ensemble des intervenants. Donc, nous avons exploité des interventions vraiment riches. Il y a des statistiques, il y a des chiffres. Mais malgré qu'on n'a pas écouté un peu sur la cybercriminalité qui menace le monde. Donc nous avons vécu des situations. Donc ma question, peut-être à l'ensemble et spécialement à vous, Monsieur Beritimaï. Donc ma question, donc vous avez évoqué avec l'art et la manière les différentes menaces, les différents risques, les dangers. Mais nous n'avons pas écouté des perspectives. Donc tout le monde peut me répondre. Je pense que c'est à l'image de l'Algérie. N'importe qui, on dit qu'il y a une mauvaise économie, on doit sortir des hydrocarbures, mais on doit dire comment sortir des hydrocarbures. C'est dans le même contexte. On n'a pas vu des solutions. Pouvez-vous proposer des solutions? Est-ce qu'il y a des mécanismes? Est-ce qu'il y a des nations qui ont réussi ou qui ont donné un exemple? Et je vous remercie beaucoup. Bonjour tout le monde. Bon, j'ai un commentaire et une question, bien sûr adressée à M. Dr Atmani. C'est par rapport justement, vous disiez tout à l'heure que le consommateur est vulnérable sur le plan informationnel. Moi, je dirais par contre que le consommateur détient un pouvoir informationnel. Au contraire, disons, lorsqu'il achète par exemple un smartphone sur internet bien sûr, il a ce qu'on appelle un tableau comparatif de tous les smartphones, le prix, les caractéristiques. Je dirais par contre, il a un pouvoir informationnel avec les avis encore plus, avec les avis du consommateur, avec les avis d'autres professionnels. Et bien sûr, ma deuxième question, la deuxième, c'est par rapport, vous dites que le consommateur est vulnérable. Je dirais par contre, le consommateur est vulnérable du côté, disons, escroquerie et bien sûr arnaque. On n'a pas entendu, bien sûr, dans votre intervention, comment dirais-je, quelle est cette protection justement, protection juridique en termes, bien sûr, sur le plan arnaque et escroquerie. Bonjour à tous. C'était avec un grand intérêt que j'avais écouté l'ensemble des communications. Moi, je voudrais rebondir éventuellement sur un aspect très important que M. Maafa avait soulevé, notamment l'impact de cet outil numérique vis-à-vis de la déperdition des valeurs, si vous voulez, des valeurs familiales, des valeurs anciennes. Et exactement lorsque vous dites, et vous mettez l'accent sur, vous encouragez en fait les jeunes à créer un contenu spécifique, un contenu qui ne pourra que valoriser la culture de l'Algérie. Moi, là, je me pose la question et je me dis, comment pourra-t-on, nous, en tant qu'université, en tant que chercheurs, en tant que citoyens, encourager les jeunes, nos jeunes qui sont en quelque sorte addicts à cet outil-là, par rapport à une médiation culturelle? Nous sommes tous assoiffés et fiers aussi de notre culture, de connaître notre culture. Donc comment est-ce qu'on pourrait avoir des contenus par rapport à tous ces réseaux sociaux, à cet outil-là, qui fera qu'encourager la connaissance et l'identification à cette culture? Je vous remercie. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Je remercie tous les communicants pour leurs interventions très riches. Donc, j'ai quelques questions et quelques rajouts par rapport à ce qui a été dit par les conférenciers. Donc, ce que j'ai remarqué à travers ces interventions, que en aucun cas, aucun des intervenants n'a parlé d'un concept, je dirais, très très important et un concept très fort, polysémique, un concept qui a été suscité par beaucoup de chercheurs, notamment en sciences sociales, en psychologie, en juridique et en communication. C'est un concept qui a été beaucoup travaillé sur beaucoup de chercheurs en sociologie. Donc, et le concept en question, c'est le concept de la confiance dans les échanges numériques. Parce qu'en aucun cas, les échanges numériques peuvent se faire sans avoir confiance des deux parties en question. Sinon, s'il n'y a pas de confiance, il y aura ce qu'on appelle l'asymétrie d'information. Autrement dit, l'asymétrie d'information, c'est quoi? C'est que dans le contexte des échanges numériques, nous avons souvent, on ne connaît pas le vendeur ou bien l'autre partie en face de nous. Puisque dans le cas des échanges virtuels, forcément, la personne ou bien l'organisation qu'en face de nous, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur cette entité. Par conséquent, nous avons le problème d'asymétrie d'information. Donc, je dirais, je cite une citation qui a été donnée par le Monde diplomatique qui dit que la confiance ne se donne pas, la confiance se gagne. À partir de cette citation, si on voit l'autre partie, ça veut dire la confiance se gagne, nous sommes dans une dynamique, c'est qu'on doit instaurer des mécanismes, des outils, etc., qui permettent justement l'instauration de cette confiance. Comment instaurer la confiance dans le contexte justement des échanges numériques. Donc, ceci dit, cette question de confiance a suscité beaucoup d'avis, notamment des chercheurs en sociologie. Granofter a parlé de ça en 1985, je pense. Des chercheurs en psychologie, notamment ce que disait Madame professeur Sahraoui et professeur Beritima sur le comportement, et sur l'aspect juridique que notre cher collègue de droit a parlé également. Donc on ne peut pas, c'est-à-dire parler des échanges numériques sans passer par l'aspect juridique, c'est tout à fait naturel. Et dans le contexte algérien, encore, je dirais, pire encore. D'ailleurs, la question de notre collègue Aoudia a bien été claire concernant cet aspect. Et également sur l'angle communicationnel sur lequel je vais insister un petit peu. Donc, par rapport à l'instauration de confiance, il y a... Oui. Par rapport à l'instauration de confiance, moi je dirais qu'il y a des mécanismes que nous appelons les tiers de confiance. Donc, les tiers de confiance, on entend parler par tiers de confiance tout organisme ou bien personne qui assure la médiation entre les deux parties, qu'il soit une personne ou bien une organisation. Dans ce sens, on peut diviser ces tiers de confiance sur plusieurs, j'allais dire, catégories. Donc il peut y avoir par exemple sur l'aspect, si on imagine, comme dirait notre cher collègue de droit, sur l'aspect informatique donc, et technique. Donc les tiers de confiance interviennent sur les sites, les portails, puisqu'on parle d'échange numérique. Donc nous avons en face de nous une interface numérique. Par conséquent, il y a des mécanismes ou bien des outils qu'ils utilisent pour identifier des sites qui sont dignes de confiance et les sites qui ne sont pas dignes de confiance. Je dirais un exemple. Par exemple, en technique, on utilise l'URL HTTPS. On rajoute le S pour dire c'est un site sécurisé dans lequel on peut faire des achats, on peut faire des échanges numériques sans aucun problème. Il y a un autre aspect également, des fois, sur les sites des échanges numériques de commerce électronique. Donc, on rajoute des cadenas sur les sites, en bas des sites,
qui prouve que c'est un site sécurisé. Ça, c'est beaucoup plus l'aspect, je dirais, technique. Il y a également des organismes tiers de confiance qui assurent... Tes questions. Oui, la question, justement, voilà, par rapport à la question, comment instaurer justement cette question de confiance entre les deux parties, que ce soit sur le plan sociologique ou bien sur le plan communicationnel ou juridique. Une autre question destinée à notre cher invité Maafa, donc par rapport justement, puisque vous êtes un professionnel, donc par rapport au développement des TIC et la digitalisation telle que vous l'avez cité, qu'en est-il de l'actuel journaliste en termes de formation, en termes de compétences et comment peut-on imaginer l'employabilité de nos jeunes diplômés dans le domaine du journalisme? Est-ce que y a-t-il des indicateurs bien précis que doivent justement ces jeunes diplômés en avoir? Et je vous remercie. Merci, M. Mkhaloufi. Donc, on aurait souhaité vous voir parmi nous, malheureusement, pour nous informer plus sur certains sujets. Donc, je donne la parole aux intervenants pour répondre aux questions. Donc c'est Monsieur Amen. Je vais répondre, si je peux répondre à Monsieur Aoudia. Vous avez parlé d'une peur de ce numérique qui envahit nos vies. Je dirais qu'il faut toujours travailler avec la courbe de Gauss. Donc, il ne faut pas avoir peur, c'est une extrémité, ne pas toucher totalement cet aspect du numérique, ne pas les utiliser, ou bannir complètement c'est pas, les deux ne sont pas. Il faut être au juste milieu. C'est-à-dire qu'il faut les utiliser, mais d'une façon rationnelle, au bon moment opportun, et ne pas les laisser envahir nos vies. Premièrement, comment? Donc la question comment? Comment? C'est par rapport à l'enfant. L'enfant, il faut impérativement l'éduquer avec la chaleur, en contactant la chaleur humaine, en commençant par les parents. C'est nouer des relations avec les parents, la fratrie, les amis, créer du temps pour les loisirs, la lecture, le sport, etc. Même s'il va grandir, quand on introduit la télé ou à 7 ans, on parle de l'âge de 7 ans, avant 7 ans, on ne donne aucun écran à l'enfant, ni la télé, ni les plus grandes études, c'est à partir de 7 ans. Quand on introduit cet élément dans la vie de l'enfant, il a déjà un bagage, un background, des relations humaines, et ça ne va pas le combler et l'envahir. Donc, il faut faire le travail avec l'enfant, et quand il va devenir grand, il ne va pas tomber dans l'addiction. Voilà. Il faut être dans le juste milieu, pas bannir et pas utiliser excessivement. Voilà. J'espère que je vous ai répondu. Alors, merci, professeur Sahraoui. Donc, je vais répondre à la question de M. Aoudia. Comment peut-on expliquer le risque, sur le plan sociologique? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que malheureusement, selon les catégories sociales, l'éducation dans la maîtrise des appareils électroniques et numériques dépend du niveau intellectuel et surtout du niveau social du foyer ou de la famille. Ceci dit, qu'il y a aussi le rôle des politiques dans le contrôle de certaines plateformes, sites, etc., serveur qui peut jouer son rôle dans l'éducation et surtout même dans l'image par rapport à ce qu'on passe comme programme à la télévision, etc. Pour la question sur les perspectives face au risque, donc il y a toujours des mesures à prendre par rapport au manuel pédagogique, donc soit au niveau scolaire, soit au niveau, je dirais, même secondaire ou universitaire, c'est comment
inculquer une certaine éducation pédagogique et sociale pour bien maîtriser l'utilité de ces instruments électroniques et numériques. Quelle perspective, quelle solution? Donc nous, en tant que chercheurs, sociologues ou psychologues ou même juristes, c'est qu'on fait un constat. Donc après, c'est aux politiques de prendre la décision. C'est pas à nous. C'est-à-dire nous, en sociologue, s'il fait un constat, mais après, voilà, ça nous échappe. Voilà. Donc le juriste, il peut parler de la loi, mais l'application de la loi revient aussi donc au Parlement, donc au pouvoir politique. Voilà. Pour la confiance, ce qui a été évoqué par le professeur Makhloufi, c'est vrai que la confiance, tout dépend aussi de la réglementation et de son application d'un pays à l'autre. Si vous êtes protégé par la loi, donc vous pouvez dire qu'il y a une confiance dans l'échange des sites, mais si vous êtes par exemple dans un pays où la réglementation n'est pas appliquée par rapport au contrôle des sites et des serveurs, je pense que vous n'êtes pas tenté d'acheter sur Internet. Si vous dites que vous êtes dans un pays où vous êtes protégé par une réglementation, vous pouvez instaurer une confiance entre vous, c'est-à-dire en tant qu'acheteur, consommateur et avec le vendeur, mais malheureusement, si vous êtes dans un pays en désordre, je pense qu'il n'y aura pas de confiance. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je voudrais bien, donc merci pour l'intérêt que vous avez suscité à ma communication et je voudrais répondre à certaines questions, commençant par la question posée par professeur Aoudia sur la peur ou bien pourquoi les gens ne veulent pas, etc. Il y a deux, je pense qu'on pourrait, et ça c'est vraiment, c'est une question de psychologie et de sociologie, etc. Ce n'est pas une question vraiment de droit, mais je pense qu'il faudra intégrer un variant qui est très important, c'est la résistance au changement. Il y a des gens qui dès que vous offrez quelque chose de mieux, il y a quelque chose derrière. C'est simple, c'est strict, c'est la mauvaise foi, bon, la mauvaise foi, mais imaginez directement qu'il y aura un problème à la fin. Donc c'est ça aussi le fait que d'intégrer vraiment une variante qui est très importante, c'est la résistance au changement. Cette variante-là peut jouer un rôle très important, surtout en Algérie, qui n'offre pas le climat le plus favorable pour le e-commerce. En ce qui concerne vraiment pourquoi les gens ont toujours peur de ce e-commerce. Maintenant, pour répondre à votre deuxième question relative à votre ami, je ne sais pas si votre ami, sans citer le nom du site où il a acheté le véhicule, est-ce qu'il a acheté auprès d'un professionnel ou auprès d'un particulier le véhicule? D'un particulier. Donc là, on n'est plus dans le e-commerce. On est sur, et là je peux vous dire à 99% que le site que votre ami a utilisé est un site qui est hébergé ici en Algérie, qui est plus une plateforme collaborative qu'un site de e-commerce. Juridiquement, ce n'est pas un site de e-commerce, c'est une plateforme collaborative, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui a pour but de faire juste le réseau entre les gens. هو السوق افتراضي au lieu تروح للسوق تاع سطيف تشري طوموبيل تروح للسوق تاع هذا وتشري طوموبيل من ثم. Maintenant, je peux vous dire que en plus des risques نتاع السوق انا كي نروح للسوق ندي معايا واحد en toute sincérité parce que انا ما نعرفش ندي معايا واحد ميكانيسيان ولا طوليه ولا يعرف السوق ندي واحد ان روفوندور يمشي معايا للسوق هو اللي يعرف السوق دونك انا ديجا alors là, c'est-à-dire zid qu'on est dans le monde virtuel. C'est encore pire que ça. Pour répondre encore à votre question sur la peine relative à l'escroquerie, donc ça va chercher entre 1 an d'emprisonnement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende qui peut aller jusqu'à 100 000 dinars donc d'amende. Ça, c'est pour le volet pénal, en plus du volet civil qui, oui, la victime d'une escroquerie peut demander des dommages à intérêts au-delà de l'emprisonnement, l'accusé. Je pense que je vous ai un peu répondu à votre question. En ce qui concerne
la protection de l'annonce, quand est-ce qu'elle commence en réalité? Si on est sur un site de e-commerce, la protection va commencer au moment de l'annonce. Je vous ai bien expliqué avec l'article 11 de la loi 1505 sur le commerce électronique, j'ai bien dit que l'annonceur, le e-fournisseur doit, quand il met son annonce déjà, doit fournir ces informations. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre que le consommateur ait conclu un contrat pour le protéger. La protection va commencer dès l'annonce du e-fournisseur qui doit respecter certaines normes pour déjà faire l'annonce. Et je vais revenir un peu plus tard en ce qui concerne la question de notre ami, en ce qui concerne la vulnérabilité. Quand je parle de vulnérabilité, je parle d'une vulnérabilité du consommateur par rapport à une personne bien précise. D'accord? Donc, quand je parle de vulnérabilité du consommateur, je parle d'une vulnérabilité informationnelle du consommateur par rapport au professionnel. Par rapport au professionnel. Quel que soit le degré d'information que j'ai moi-même, je ne peux pas être au même niveau que le professionnel, avec qui je vais contracter. Quelle que soit mon intelligence, je ne peux pas être au même niveau informationnel que lui. D'accord? Excusez-moi, vous faites quoi exactement comme spécialité? Ah, parfait, parfait. Donc, si par exemple, je pense que vous connaissez un peu de droit quand même. Parfait. Si je vous demande par exemple les caractéristiques d'une infraction, par exemple, que ce soit par exemple un vol qualifié, est-ce que vous pouvez me le donner? Un vol qualifié, comment il est composé, par exemple? Vous ne pouvez pas me les donner. Alors, vous pouvez aller chercher sur Internet, mais vous n'allez rien y comprendre, alors que moi je peux comprendre. Lorsque je vous dis que cet appareil, et là je vais changer les rôles entre moi et vous. Lorsque vous me dites que cet appareil, par exemple, ce téléphone portable, dispose d'un processeur Snapdragon. Vous connaissez ce que c'est? Moi, je ne connais rien du Snapdragon. Je ne connais même pas qu'est-ce que ça veut dire un Snapdragon. Je ne connais même pas ce que ça veut dire un mégahertz. Je n'ai aucune information de ça. Je sais que, par exemple, un bon processeur, processeur peut être, c'est-à-dire le portable le plus performant, mais au-delà de ça, je n'ai aucune information sur ça. Donc, je peux très bien chercher. Je peux faire, par exemple, les comparatifs que vous avez faits. Par exemple, je prends bon, je ne veux pas citer de marque, donc je prends plusieurs smartphones et je vais les comparer. Mais est-ce que je vais comprendre cette comparaison, moi qui suis profane en matière technique? Donc, je ne pourrais pas comprendre. Alors que le vendeur, lorsqu'il parle par exemple, de cette mémoire-là, lorsqu'il parle de ce processeur-là, lorsqu'il parle de c'est 4 Go de RAM, 8 Go de RAM, qu'est-ce que ça veut dire un quadricore? Moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'un quadricore. Quadricore, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc, quel que soit mon degré d'instruction, par exemple, je vais chercher, je vais faire une étude comparative, je vais écouter les autres consommateurs, mais quelles que soient les informations que je vais récolter par ma recherche, le professionnel aura toujours plus d'informations que moi, parce que les mêmes informations que j'ai moi, il va lui-même les avoir, et encore plus que ça. Donc, la vulnérabilité, ce n'est pas une vulnérabilité générale, il y a une vulnérabilité par rapport au professionnel avec qui je vais contracter. Encore, je vais pousser peut-être le bouchon un peu plus loin. Est-ce que mon père peut faire, par exemple, la recherche que j'ai faite en faisant la comparaison entre les smartphones? Lui, il ne la fera pas, parce qu'il ne sait même pas le site de comparaison. Alors que moi, je peux faire. Donc, quand je parle de vulnérabilité du consommateur, je parle au consommateur instruit, comme je parle aussi au consommateur par exemple. Donc, il faut que ça soit vraiment une vue générale. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il y a une vulnérabilité informationnelle pour le consommateur par rapport au professionnel. En ce qui concerne aussi les sanctions
vous avez parlé de sanctions. J'ai vraiment pas eu le temps de finir ma communication. J'ai parlé des sanctions vers la fin. Les sanctions, en ce qui concerne le e-commerce, elles peuvent varier entre la fermeture du site, c'est-à-dire qu'on ferme votre site internet, vous n'avez pas le plus, c'est-à-dire l'URL va devenir, il va plus fonctionner. Soit on vous bloque votre compte bancaire si vous ne respectez pas les exigences, que ce soit informelles, que ce soit de restitution, que ce soit de clauses abusives, etc. En plus des amendes qui pourront vous être infligées. Donc moi, je pense que j'ai fait le tour des questions, donc je vais donner la parole au professeur Zouelmia. Professeur Zouelmia, pardon. Bon, Anna, je vais être bref. Il y a des questions précises les تطرحوا mais يخص plusieurs segments de nos communications. D'abord, la presse écrite. Je ne peux pas être affirmatif. Est-ce que تقعد ولا ما تقعدش? La presse écrite, elle a aussi résisté à beaucoup d'évolutions dans les 2 derniers siècles هذوما, mais déjà راهي نقصت بزاف. C'est vrai qu'il y a beaucoup de titres qui راحوا carrément vers le digital, بصح les grands titres à l'échelle internationale مازال راهم قاعدين, y compris ثاني احنا عندنا pour le moment on en a, mais on remarque باللي المقروئية نقصت بزاف. بالنسبة la vie intellectuelle en général, للأسف je ne sais pas كيفاش نقولها لكم, كاين الكثير من الملاحظين والخبراء يقولوا باللي كاين la diminution تاع les compétences intellectuelles تاع البشرية depuis l'émergence تاع les nouveaux médias هذوما. كاين ثاني نقصان la diminution تاع les performances scolaires à court et à moyen terme بالنسبة للأولاد, سواء الطلبة ولا في les différents cycles de la scolarité في le primaire ولا في le SUAM ولا حتى في lycée. احنا العام اللي فات برك l'année passée on a eu un grave problème. مثلا في رمضان أنا في ألجي par exemple, كاين بعض المدراء تاع المدارس ils ont fait des écrits وين قالوا باللي يا ولدي الاولاد راهم يجيونا عيانين الصباح, ما يقدروش يركزوا على الدروس تاعهم باسكو رمضان يسهروا مع في الدار اي تو كوم ils sont connectés دونك يجيو عيانين. وهذا لو فينومين هذايا يمسمى من الشهور الاخرى تاع السنه, سورتو لي موا تاع الدراسه. دونك هذه عندها تاثير كبير على الاولاد, على الدراسه في المدرسه. هذا لي نوفو ميديا او بيان هذا لي ريزو سوسيو ولا الانترنت اون جينيرال, على بالكم راه يدينا تقريبا من 28 حتى ل 36% من الوقت اللي نورمالمون نمدوه بور لابرونتيساج. فو فوايي 36% سي بوكو. Ça veut dire الوقت هذاك اللي نستعملوه للقراءة, لا ميديتاسيون, للتفكير, للحديث, للنقاش واسمو, إبا إلي كونساكري إكزاكتومون بور لي ريزو سوسيو. هذايا سي يعني خطر كبير. كاين بالنسبة لبعض الدول مثلا, سي فري كيلز اون ليجيفيري. كاين مثلا لا شين لا انتردي لو فيسبوك, يا با دو فيسبوك في لا شين, عندهم لور بروبر ريزو سوسيال. La Turquie l'a limité. دول أخرى, il y a la Russie, oui. La Russie, exactement. Il y a beaucoup de pays qui sont en train de prendre des décisions. أنا الحول حاجة اللي تهمني كإعلامي, أولا on doit, يعني بالنسبة للسلطات العمومية تاعنا للدولة تاعنا, il faut qu'on insiste déjà كخطوة أولى à avoir des représentations officielles تاع هاد les réseaux sociaux في بلادنا. كيفاش نقدروا نتبعوهم يا استاذ؟ كيفاش تقدر تهضر معاه؟ تهضر معاه بالميل ما يجاوبكش, ما على بالوش بك, il reçoit des milliards de mails, صح ولا لا؟ Donc d'abord il faudrait qu'ils aient des représentations officielles في الجزائر. فيسبوك افتح فرع لهنا في الجزائر, une représentation officielle. يوتيوب, كاع هذوما لي ريزو سوسيو بيسك سي دي اندستري خلاص يعني موجودين في الواقع, اون لي فوا راهم مفروضين علينا. على الاقل يكون عندي كيك شوز دو فيزيك اللي نقدر نتعامل معاه, ان انترلوكوتور. فوالا
Donc, il faut qu'il y ait donc en urgence يكونوا هذه les représentations تاعهم comme partout ailleurs في العالم ils ont des représentations. فيما يخص les contenus on doit لازم نعملوا المضمون تاعنا. انا هذا جنسيست يعني ما نتنازلش عليه تماما باسكو راني نشوف واش كاين اكزاكتومون في لي ريزو. بالنسبه للمستوى تاع الاولاد اللي راهم يتخرجوا من لي انستيتو نكون صريح معكم باش واحد ما للاسف سني بلو لو نيفو دافون. وعلاش بوركوا باسكو دائما سي لي ريزون اللي رانا نحكيو عليهم. المقروئيه نقصت بزاف. حنا في الليسي ديجا كنا نقراو، حنا في السوام كنا نقراو الكتابات. دروكا في الجامعه تلقاه ماستر 2 وقرا اعلام واتصال يجي يقول لك انا نكون صحفي عمره ما قرا كتاب. سي با بوسيبل. ما يعرفش كاتب تاع بلادو كاتب بالعربيه ولا بالفرنسيه ولا بالامازيغيه يقول لنا سيت موا ان نو ما كانش ما دونك يا ان بروبليم. يا اوسي الضعف لا فيبليس او نيفو ليكسيكال دونك لا لينغويستيك. على بالكم البشر الانسان العادي يستعمل 300 400 مو عاده اللي يتكلم بهم. مي جورناليست ولا واحد يشتغل في الجامعه ولا الواحد اللي لا اون اكتيفيتي انتيليكتويل il doit avoir une richesse linguistique. فوالا المفردات لازم يكون عنده. وهذا لا ريشيس لينغويستيك منين نجيبوها؟ نجيبوها من القراءه. سي المطالعه سي لا ليكتور سي لا ليكتور. الا كان انا عندي 400 كلمه راني ندور بهم حياه كامل تقعد ب 400 كلمه. سي با بوسيبل. دونك il est nécessaire فيتال اللي يحب يطور روحه لازم ضروري لازم يقرا. لازم الرجوع للمقروئيه للمطالعه. il faut dompter هاد لي نوفو لي ميديا هذوما لازم ضروري. شكرا. Merci Monsieur Maafa, donc c'était très riche. Enseignant, je suis pas le doyen, je suis enseignant. صحيت ايوه. تفضل سيدي الكلمه. ميرسي مسيو البريزيدون. دونك انا جد سعيد بوجودي هنا مع الاساتذه بمختلف التخصصات الاقتصاد علم الاجتماع وعلم النفس وبحضور الاعلامي الكبير جمال معفى اللي قبل الدعوه باش يكون حاضر معنا في هذا فعاليه هذا الملتقى وكذلك بتقديم عندي محاضره لفائده طلبه علوم الاعلام والاتصال بالنسبه للسنه الثالثه وماستر 2 ان شاء الله. دونك فيما يخص الساده الزملاء اللي طرقوا لهذه الجلسه الاولى الافتتاحيه طرقنا لها الى مجموعه من مدخل نظري مفاهيمي لاهم التخصصات اللي تناولت السلوك الاستهلاكي الرقمي. الاستهلاك الرقمي بين المخاطر في شقه الاجتماعي النفسي القانوني وما غير ذلك. بالنسبه للاستاذ الزميل اللي من كليه الاقتصاد تكلمت بزاف على المخاطر وما تكلمتوش على الافاق. اي نعم بالفعل تكلمنا على المخاطر لانه لو كتمنا افاق الاستهلاك الرقمي راح تكون عنده ابعاد اخرى وقراءه اخرى في المجتمع الاسري باللي عندنا امور. ولكن لما نتكلموا على لو ريسك دونك سي دي فلاش ديراكتومون فير اسكو il y a vraiment des risques par rapport à la consommation numérique. دونك بهذا المخاطر الهدف منه هو تشخيص الواقع من خلال الاستهلاك الرقمي. نحن مع الاستهلاك الرقمي، مع التجاره الالكترونيه، مع التسويق الالكتروني. لما نتكلموا على لي شيفر بالنسبه للدول المتقدمه 5.5 تريليون دولار، فهذا يعني رقم مهم جدا. نحن نتمنى بلادنا ايضا نوصلوا لهذا المستوى في الممارسه هذا التجاره الالكترونيه. لكن ما هو المطلوب هو انك تكون عندك الحمايه وتكون عندك غطاء قانوني تشريعي مقنن باش تنظم هذا العمل. اذا الهدف من هذا تبيين المخاطر للمعالجه للانطلاق في الاستهلاك الرقمي. بالنسبه لصديقي واخي العزيز سي مخلوفي نحن تطفلنا في الحقل البحث نتاع الاستاذ اللي هو متخصص في الاستهلاك الرقمي وتكلم الى نقطه جد مهمه الا وهي الثقه. سي لا كونفيونس اي سي فري. أزمة الثقة لابد أن تكون ثقة بين البائع والمشتري، بين المؤسسات والمجتمع المدني، لأن المستهلك اللي نتكلموا عليه ماهوش المستهلك المواطن البسيط.
حنا نتكلموا على المستهلك بصفه عامه. قلنا نقدروا نقولوا اذا تكلمنا على المستوى الاقليمي فنتكلموا على الدول المصدره للمحروقات بالدول المصنعه، الدول المصنعه الى الدول الناميه. اذا هناك علاقات تجاريه دوليه. لما نتكلموا على المستوى المحلي نتكلموا على المستوى اللي وصلناه في الأسواق الإلكترونية. هل نحن بالفعل لدينا تجارة إلكترونية أو تسويق إلكتروني قادر على امتصاص الرغبات والمتطلبات المجتمعية؟ ولهذا نتمنى إن شاء الله في الجلسات الورشات المقبلة إن شاء الله تكون في الفترة المسائية إن شاء الله على مستوى كلية العلوم الإنسانية تكون ورشات متخصصة كل في مجاله لتقديم توصيات، لأنه الهدف من هذا الملتقى ليس فقط أنه علمي بل هو علمي من خلال السادة الزملاء يشاركون من مختلف الكليات، وكذلك بحضور أبنائنا وأخواننا الطلبة من طلبة علوم إنسانية وكذلك علوم الإعلام والاتصال وكل الأساتذة الحاضرين معنا. ثانيا هو لقاء بيداغوجي كما قلنا مع الأستاذ الإعلامي جمال بعفا، والنقطة المراد الوصول لها هو إعطاء صورة عامة حول الاستهلاك، السلوك الاستهلاكي بكل أبعاده العلمية وتقديمه للوصاية حتى تكون هناك دراسة ميدانية. وشكرا. Merci, monsieur Lemia. Donc voilà, je donne un rendez-vous aux étudiants pour la conférence cet après-midi, après la pause déjeuner. Voilà, donc merci.